Sira TV continue en plein cœur du Sira avec quelques news de ce mardi 27 janvier. Commençons tout d'abord par féliciter les différents lauréats des concours dont la finale s'est déroulée hier lundi sur le Sira. Bravo à l'équipe italienne qui remporte la Coupe du Monde de la pâtisserie grâce au travail, au talent et à la performance de Emmanuel Forsen, Francesco Boccia et Fabrizio Donatone. La médaille d'argent va au Japon et celle de bronze va aux États-Unis. La Coupe de France de la boulangerie est remportée par Jean Jacob pour le pain, Chamsoudine Basson pour les viennoiseries et Nicolas Julien Or pour la pièce artistique. Enfin, le championnat de France des arts gourmands qui est remporté par le CFA de Groisy et de son équipe. Félix Foissard pour la pâtisserie, Timothée Lavrieux chocolatier et Aurélie Colomb-Claire pour la glacière. Le chiffre du jour, 2700, c'est le nombre de spectateurs qui étaient présents en tribune ce matin sur l'espace des chefs pour assister au début des épreuves du Bocuse d'Or qui se déroule jusqu'à 18h à l'espace des chefs. Ne manquez pas cette première journée, c'est l'un des événements majeurs. À noter la candidature du chef français Nicolas Davoust au Bocuse d'Or que nous recevrons d'ailleurs demain sur Sira TV à 12h15. Rendez-vous également demain avec les Bocuse d'Or à 17h en direct sur Sira TV pour la remise des prix. Les parcours experts, 4 parcours experts à suivre aujourd'hui, le développement durable, bio, origine France et épicerie fine. Et puis le programme du jour, l'un des événements majeurs aujourd'hui, c'est le Sira World Cuisine Summit à l'espace Tendance Pain jusqu'à 18h pour découvrir l'esprit et l'évolution de la tendance des cuisines à travers le monde. Enfin, sachez que vous pouvez retrouver les pôles experts avec architecture et design pavillon chic aujourd'hui, conseils personnalisés par des designers et des architectes avec le Conseil français des architectes d'intérieur Hall 6, stand A et B 78. Plus d'infos sur le site www.unifa.org. Voilà pour les news du Sira. Nous allons enchaîner avec le centre culinaire contemporain et nos 3 invités. Nous allons enchaîner bien sûr les conseils et les démonstrations et nous allons vous présenter d'abord le centre culinaire avec Fabrice Clochard qui est le sociologue, notre sociologue à nous non, mais en tout cas sociologue de la consommation pour le centre culinaire contemporain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors un petit mot déjà sur le centre culinaire contemporain, sur vos missions et les objectifs. Alors, le Centre culinaire contemporain, c'est une plateforme d'innovation par les usages. Là, on n'est pas dans la cuisine mixée, là, on est dans la cuisine croisée. On aime bien dire que c'est un spaghettarium, c'est un gros plat de spaghettis parce qu'on innove beaucoup par le croisement. C'est le croisement, on le trouve dans toutes les dimensions du centre culinaire contemporain. Déjà dans l'écosystème, c'est un endroit où à la fois des industriels, des restaurateurs, des interprofessions, des universités, tout un microcosme qui n'a pas forcément l'habitude de se croiser, réfléchit ensemble sur des problématiques alimentaires, culinaires et gastronomiques. Et puis quand on se rapproche, en fait, c'est une grosse boîte à outils. Dans le centre culinaire, il y a plein d'outils. Donc il y a un comptoir d'essai où on fait tous les midis de la restauration snacking, petite restauration où on essaie d'innover sur toute la tendance snacking et de tester des produits en réel auprès du grand public. Donc c'est aussi un lieu où on mélange du grand public et l'univers professionnel. Voilà, il y a un restaurant d'essai où on va plutôt tester de la cuisine bistronomique. Il y a une école de cuisine pour particuliers, une école de cuisine pour professionnels. Il y a un laboratoire d'analyse sensorielle, un studio de stylisme culinaire. Bref, c'est un gros couteau suisse de l'innovation culinaire. Et du coup, ça veut dire que dedans, ils travaillent plein de compétences croisées qui vont aller des chefs qui viennent de la restauration collective, de la restauration gastronomique, des personnes plus qui viennent du marketing culinaire, on a un designer, on a une graphiste, on a donc des sciences humaines et tout ça travaille ensemble pour résoudre donc des problèmes comme la texture adaptée. On a à la fois deux objectifs, à la fois un projet d'entreprise où l'idée c'est de travailler sur toute cette dimension conseil, restauration, formation et tout un projet de territoire où avec les collectivités territoriales on réfléchit sur des projets d'intérêt général et dans ces projets d'intérêt général on a mieux nourrir les enfants. Donc, où il y a tout un programme de réflexion sur apprendre la vie par la cuisine, tout simplement, comment
investir le temps périscolaire à travers la cuisine, comment apprendre les mathématiques, la géographie par la cuisine, etc. Comment mieux manger dans les cantines. Et puis à l'opposé, on a tout un travail sur la cuisine à texture modifiée. Donc là, pour les anciens, les grands seniors, qui est un projet vraiment là pour le coup d'intérêt général, parce que quand on va en parler, mais quand on visite les EHPAD, des fois on sent que le personnel est très démuni par rapport à ce type d'alimentation. Alors, nous allons parler du projet mutualisé mixé avec Sylvie Gautron. Bonjour Sylvie, vous êtes chef de projet recherche, marketing et développement. RMD, ce n'est pas un nom barbare, mais c'est très important parce que le marketing est aussi très lié à vos métiers et au centre culinaire contemporain. Oui, le marketing est mis au cœur de la recherche et développement au centre culinaire. C'est pour ça effectivement qu'on se nomme ainsi. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux des pratiques alimentaires, ou en tout cas, est-ce qu'on peut dire que ça a démarré de ça, votre travail ? En fait, le projet mutualisé, oui, a démarré par des états des lieux sur les pratiques alimentaires en institution. Donc, il y a eu deux états des lieux. Le premier a débuté en 2009. Il a été instauré en fait à la demande du Serin, donc la branche nutrition du CNIEL, l'interprofession laitière. Et le second en 2013, à l'initiative du Centre culinaire contemporain. Et en fait, ces états des lieux ont permis d'appréhender les attentes des établissements, alors hospitaliers, et également médico-sociaux, vis-à-vis de l'alimentation à texture modifiée. Alors, c'est quoi qu'on appelle l'alimentation à texture modifiée ? Parce que tout le monde n'est peut-être pas exactement au courant. Alors, l'alimentation à texture modifiée, on va faire simple, on l'appelle souvent le mixé dans les établissements, tout en sachant que c'est un petit peu plus compliqué que cela. On utilise différents termes. C'est une des problématiques également, c'est que personne n'utilise les mêmes termes pour cette alimentation à texture modifiée. On a 4 textures différentes. Donc on a du haché, du mouliné, du mixé lisse, du semi-liquide, etc. où il y a des granulométries différentes, des viscosités différentes également. Et donc nous on essaye avec Yannick, notre conseiller culinaire, déjà de s'adapter à ce vocabulaire. D'accord. Donc, est-ce que c'est une cuisine qui est un petit peu en marge du savoir-faire des cuisiniers ? C'est comme ça que vous la définissez ? C'est ça, c'est comme ça qu'on la définit, parce qu'en fait, suivant ces états des lieux, on voit bien qu'il y a une nécessité croissante en matière de besoins en texture modifiée dans les établissements, puisqu'on est passé de 20 à 29% des besoins en alimentation mixée, en 5 ans. Et en fait, cette alimentation n'est pas toujours bien mise en valeur dans les établissements. Et ce, à plusieurs niveaux, puisqu'effectivement, c'est une cuisine qui est en marge du savoir-faire des cuisiniers. On n'apprend pas ce type de technique à l'école hôtelière. Il y a également peu de repères nutritionnels sur cette alimentation. Et là, vous prenez votre deuxième casquette de nutritionniste ? Là, je prends ma casquette de nutritionniste, oui, quand je dis ça. Et puis, il y a une autre problématique qui montre l'intérêt justement de travailler de la production jusqu'au service en salle, puisqu'en fait l'image de la cuisine mixée ou de la texture modifiée est parfois, voire même très souvent, mal perçue au niveau du personnel de salle. Elle est souvent considérée comme un mal nécessaire. Mais on va avoir besoin de cette alimentation en texture modifiée, ne serait-ce que pour une évolution, c'est ça, naturelle, démographique, on va dire, ou de la population et des âges notamment ? Alors c'est vrai que le contexte socio-démographique est particulièrement intéressant en termes d'alimentation à texture modifiée. C'est vrai que les plus de 85 ans vont doubler entre 2000 et 2020. On s'aperçoit également que l'âge d'entrée en institution est de plus en plus grand. La moyenne d'âge, c'est 83 ans, donc ce qui veut dire également de plus en plus de dépendance et également des soins bucco-dentaires qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Il faut savoir qu'il n'y a quand même que 7% de la population âgée qui a une dentition correcte. Donc ça veut dire que vous avez un petit peu mutualisé les projets, ou vous allez lancer un projet mutualisé. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors en fait, le projet a été lancé en 2013 par le Centre culinaire. C'est un projet mutualisé, donc on travaille en fait avec des cuisiniers de restauration collective, mais également des industriels agroalimentaires. L'objectif en fait, c'est de s'appuyer sur l'intelligence collective et de pouvoir valoriser cette alimentation à texture modifiée, de la production jusqu'au service en salle.
Donc il y a 3 types de programmes qui sont proposés, c'est ça? C'est ça. Il y a 3 types de programmes dans ce projet, puisqu'il y a d'abord l'Observatoire des usages, donc que Fabrice mène avec nous. On se déplace, il vous expliquera tout à l'heure la méthodologie. On se déplace dans les établissements pour voir en fait et être au contact terrain de ce qui se passe. On met en place également de la formation et de la recherche et développement. Et à côté de ça, pour valoriser cette cuisine, on a mis en place des défis, des concours que l'on appelle les défis créatifs cuisine mixée, qui ont la particularité d'associer en fait des chefs de restauration collective et des chefs de la gastronomie. Et pour ça, en fait, on a 2 associations qui nous suivent toujours sur ces défis. On a fait la finale sur Équipe Hôtel en novembre. Il y a l'ACEF, dont Yannick pourra dire un mot tout à l'heure. Et il y a également l'association Génération Cuisine et Culture, qui est présidée donc, par Jacques Marcon. Et on essaye de croiser les regards et de la restauration gastronomique et de la restauration collective. Et une bourse aux idées également, c'est ça? C'est un échange de témoignages? Voilà, c'est un appel à témoignages des établissements pour valoriser les bonnes expériences dans les établissements. Alors justement, ces bonnes expériences, j'imagine que vous vous appuyez sur des réseaux pour pouvoir les valoriser. Quels sont-ils, ces réseaux? Alors justement, on est suivi au niveau des réseaux de restauration collective, dont l'ACEF particulièrement. Et puis nous, on a des relais presse quand même qui sont... On a des relais presse qui nous suivent également, notamment Cuisine Collective, qui relaient en fait nos informations. Et puis nos propres réseaux au centre culinaire, nos médias, avec une plateforme web, un site internet qui sera dédié, alors, qui est en cours de construction, qui sera dédié au mixé pour que tout le monde puisse échanger et partager. Alors je crois qu'on a quelques photos qu'on pourra diffuser de Équipe Hôtel notamment, si on peut les voir tout à l'heure, ou maintenant vous souhaitez les commenter ou on les regarde ensemble tout à l'heure? Allez, on les regarde ensemble tout à l'heure. On va parler ensemble, Fabrice Clochard, je rappelle que vous êtes sociologue de la consommation, on va justement parler de l'Observatoire du mixé. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, vous allez peut-être nous expliquer l'approche et la méthodologie de cet observatoire. Oui, effectivement, c'est une approche qu'on aime bien au Centre culinaire contemporain. C'est dès qu'on nous soumet un problème, la première chose qu'on fait, c'est qu'on active nos réseaux et on va essayer d'interviewer, d'observer les personnes qui sont directement concernées par ce problème-là. Donc là, l'idée, ça a été de réunir un échantillon de 8 établissements pour l'instant, avec des profils très variés dans le type de service apporté et de population. Et l'idée, c'est, avec une équipe un peu, entre guillemets, commando, on fait un diagnostic croisé. C'est-à-dire qu'on se déplace sur une journée, voire 2 journées, et on va, alors avec Sylvie et son regard de, notamment diététicienne, et puis au-delà de ça, puisque Sylvie a aussi un parcours en art culinaire industrialisé, donc elle a un regard un peu croisé. Yannick Strottner, qui est quand même un spécialiste de la restauration collective, moi-même et Vincent Besse, qui est sociologue aussi des usages, on va tous ensemble sur l'établissement et puis on va interroger les usages, interroger les acteurs, que ce soit les personnes en cuisine. Donc il y a Yannick qui passe toute la journée en cuisine à suivre simplement la production, de la livraison jusqu'à la consommation par les usagers. Et l'idée, c'est vraiment de suivre étape par étape comment se construit une alimentation à texture modifiée et voir toutes les zones de frottement, toutes les zones de tension qui sont généralement les endroits sur lesquels on peut après innover et apporter des solutions. À côté de ça, on va aller interroger l'équipe de soins, la diététicienne si elle est là, évidemment des usagers si on peut, ou des représentants d'usagers, et puis la direction. Et tout ça, ça nous apporte un regard croisé. Donc en une journée ou 2, on a déjà énormément d'informations sur tout ce qui peut aller dans le sens ou au contraire tout ce qui peut freiner la production d'une alimentation de qualité pour cette population sous contrainte. Donc vous faites bien une distinction entre manger et cuisiner, c'est ça?
Enfin, je veux dire, il y a une manière de faire un parallèle entre les deux. Il y a les équipes qui cuisinent et bien sûr, pardon, je vais y arriver, des publics différents qui mangent cette cuisine mixée. Ouais, l'idée étant derrière ça de relier, quoi, hein. C'est vraiment un itinéraire, on raisonne vraiment en itinéraire de consommation. Donc à chaque fois, c'est réfléchir sur l'approvisionnement, donc la livraison, parce qu'il y a souvent des problèmes au niveau de la livraison, hein, très, très basiquement. Et puis donc la préparation, la mise en place, les cuissons, ça aussi c'est une zone très 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 sensible. Le maintien au chaud, en température, il y a des fois des efforts qui sont faits en cuisson où il passe énormément de temps pour avoir la bonne texture, et puis en fait tout l'effort est brisé au moment du maintien en température parce que ça reste longtemps dans des cellules. Voilà. Et puis après, le service à table, et on voit qu'il y a des zones de frottement généralement entre la cuisine et le service. C'est pareil, de la même manière, on avait vu dans une étude en parallèle aussi qu'il y avait des incompréhensions entre la cuisine qui faisait beaucoup d'efforts pour dissocier les textures et les aliments, et puis en salle, c'était servi à la louche et remélangé complètement, quoi. Donc il y a aussi... ça fait partie des observables que de regarder les façons de communiquer entre les différents intervenants du processus. Et puis on va effectivement jusqu'aux usagers, sachant qu'il y a plusieurs types d'usagers, donc plusieurs types de textures, plusieurs types de demandes, et c'est là toute la complexité de ce type d'alimentation. Alors justement, il y a une notion intéressante dont vous parlez, qui est la notion de déprise, c'est ça? Vous parlez de l'usager, vous parlez de perte d'identité, vous parlez de perte d'autonomie, et que justement ce passage au mixé est un petit peu redouté par ce public. C'est très très anxiogène en fait, hein. Déjà, ne serait-ce que si on part avant l'arrivée au mixé, même avant la maison de retraite, il faut juste rappeler l'importance de l'alimentation dans la vie quotidienne. Alors évidemment, il y a plein de nuances et il y a plein de profils différents, mais nous, quand on va voir régulièrement, on fait des entretiens dans les cuisines des personnes, et on va chez une grand-mère un peu amatrice de cuisine, tous les objets parlent cuisine dans son quotidien. On va avoir la batterie de cuisine en cuivre qui décore la cuisine, et ça va nous parler des ancêtres, de transmission de recettes. On va avoir une recette adaptée aux enfants, et elle va nous parler de la cuisine à quatre mains qu'elle fait avec son petit-fils et d'idées de transmission, etc. On va regarder le frigo, on va voir des dessins d'enfants, pareil, et ça c'est toute une esthétique familiale qu'il y a derrière. Et puis on ouvre le frigo, on se rend compte qu'il y a des aliments qui vont bien ensemble, des aliments qui vont pas ensemble, qu'il y a du pur et de l'impur, qu'il y a du permis, du prescrit et de l'interdit. Ça c'est un peu des modes de découpage qu'on a classiquement en anthropologie sociale, et on se rend compte de toute l'importance à la fois matérielle, symbolique et sociale de l'alimentation. Et l'alimentation, c'est là qu'on voit que c'est quelque chose, là on voit encore aujourd'hui, enfin sur le site, c'est quelque chose d'identitairement et socialement hyper fort, c'est une forme d'existence, quoi. Et arrive un moment du cycle de vie où on commence à avoir beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que tous les liens qu'on identifie en termes matériels, sociaux et identitaires, ils sont un petit peu mis à mal, ils sont un peu mis en tension. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui se recréent autrement. Et c'est cette notion de déprise que je trouve intéressante, parce que les contraintes font que petit à petit, on va avoir une sorte de détachement au monde, et de reconstruction, d'adaptation ou de délégation de ce lien qui était important pour notre identité, pour notre lien, quoi. Donc ça, c'est un concept qui a été développé par un sociologue qui s'appelle Vincent Karadec, qui est sociologue du vieillissement. Et l'idée, justement, et tout l'enjeu, c'est essayer de freiner ce désengagement, de donner le moyen de maintenir la phase, de garder des prises. Et ce qu'on remarque, et ce qu'on disait, c'est que les équipes de cuisine, sur la partie du mixé, parce que le mixé c'est un des éléments de la déprise extrêmement important, impactant. Classiquement, si on fait d'autres exemples au niveau de la déprise, la perte le fait d'abandonner la conduite automobile, c'est déjà un premier passage extrêmement important au niveau de la déprise. Parce que c'est la perte d'autonomie, donc la dépendance à autrui, c'est une perte d'identité forte. On va voir d'autres phénomènes à la maison, ça va être le passage du four classique au four à micro-ondes, parce qu'on ne peut plus passer du temps à faire du four, c'est trop compliqué, les plats sont trop lourds, etc. Après, il y a d'autres phénomènes. Après, ça va être le passage à la maison de retraite. Là, la déprise, elle est extrêmement impactante aussi d'un point de vue identitaire, parce qu'on perd tous les objets de notre quotidien. Et puis le mixé, là, c'est de l'ordre de la déprise ultime,
Là, on perd des repères encore supplémentaires. Les catégories alimentaires qu'on avait en tête, elles disparaissent à travers une sorte de, quand c'est mal pensé en tout cas, de purée de bouillie, hein, comme disait l'un des journalistes qui a travaillé avec Sylvie, c'est une bouillie dans une assiette. Donc on perd les repères et on perd le lien qu'il y a derrière, quoi. Donc tout l'enjeu, c'est de maintenir des prises et de trouver des solutions, donner les moyens, la capacité de faire face. Sylvie Gautron, vous voulez compléter ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Fabrice, puisqu'effectivement, le mixé, en fait, la technique du mixé, on va avoir un changement de couleur du plat, on va avoir un changement de goût, et du coup, la personne, un changement de texture, et il y a une perte de repères gustatifs aussi. C'est-à-dire que la personne ne va pas reconnaître son escalope de dinde si elle a commandé une escalope de dinde, ne va pas reconnaître forcément son poisson, etc. Et c'est vrai qu'il faut vraiment jouer aussi et sur les couleurs. Il va falloir rebooster les couleurs, le goût et également les formes. On va aller voir quelques exemples. Juste avant, pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, qui débarquent sur Sira TV, je voudrais quand même vous rappeler que vous êtes avec le Centre culinaire contemporain. Nous avons Fabrice Clochard, qui est sociologue de la consommation, et Sylvie Gautron, qui est chef de projet recherche, marketing, développement au Centre culinaire contemporain. Et notre troisième invité de plateau, c'est Yannick Strottner, que je vais aller voir, qui est conseiller culinaire, mais également président de l'ASEF. L'ASEF, qui est l'association des établissements. Alors le C, pardon, j'ai oublié la signification. Culinaire, association culinaire des établissements hospitaliers français. Yannick, on va justement peut-être montrer quelques exemples de techniques du mixé. Et peut-être parler, justement, on parlait de ces différences, des différences ou des modifications que cela engendre. D'accord. Donc pour faire les mixés, il faut des produits et il faut du matériel. Si on n'a pas le matériel, on n'obtient rien. Donc là, bon, on a rebecoupe, mais c'est vraiment à l'heure actuelle le matériel le plus adapté pour faire la texture modifiée. D'accord. Hein, notamment sur le mixé. Pour revenir sur le plat, donc là, on a la particularité d'avoir un plat mixé, mais pour manger main. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont mixés et ils peuvent être pris à la main pour des gens qui ont des déficiences ou qui ont une maladie d'Alzheimer et tout ça. Donc ça veut dire que la technique du mixé, il peut y avoir quelques modifications Voilà. La différence avec un mixé et celui-ci, c'est qu'il y a les texturants. Oui. La gélatine agar-agar. L'agar-agar, pour ce plat-là, puisque c'est un plat qui va pouvoir être réchauffé, hein, et qui pourra être mangé chaud. Alors bien sûr, pas autant qu'il pourrait l'être pour vous et moi, mais puisque les personnes atteintes d'Alzheimer qui mangent du manger-main vont manger des produits tièdes. Donc on ne pourra pas monter très haut, mais avec l'agar-agar, on peut monter jusqu'à 83 degrés, donc il n'y a pas de souci. Donc on a quand même du goût, on a de la couleur, Ouais, très important. C'est très important. Il y a le côté plaisir dont on a parlé. On va reparler des qualités nutritionnelles dans un instant. Vous nous avez parlé de l'importance du matériel et donc les textures existantes, il y a des textures différentes. Hein. Voilà, donc on est sur un mixé, donc on est sur une granulométrie de 1 à 3 mm. Donc ça c'est très important. Il faut qu'il n'y ait aucune différence sur tous les ingrédients. Donc là on a une patate douce, là on a un romanesco et là on a une dinde. Donc une sauce pour aider à déglutir. Ce qui est intéressant aussi dans le manger-main, c'est qu'on peut apporter le jeu du dipping en dippant les ingrédients dans la sauce. Ouais. Il faut savoir que ces gens-là aussi vont manger, n'ont pas d'heure pour manger. Donc il faut que ça soit un plat qui soit mis à disposition à toute heure, à tout moment. Donc il faut avoir des frigos aussi dans les offices. Et là, le personnel soignant apporte le repas quand le résident ou le patient le souhaite. Donc là, on a un exemple finalement des textures qui peuvent exister, Voilà. ou que vous pouvez proposer Voilà. au sein Alors, des ça reste établissements assez hospitaliers. basique, assez simple dans la conception. Donc c'est des produits qui ont été faits en amont, puisqu'il y a une gélatification. Donc il faut que ça soit fait en amont. Donc je ne vais pas plus faire ça tout de suite. Oui. Ensuite, on peut obtenir des formes très géométriques, mais très simples, parce que là j'en ai fait une, mais j'ai des collègues qui en font 200 à 300. Donc on part sur des plaques entières. On va couler le produit, on va faire une prise au froid. Soit on va le mettre en sous-vide, moi je l'ai mis en sous-vide pour l'emmener, puisqu'on généralement c'est en liaison froide, donc on va cuisiner en avance. Évidemment, on n'a pas pu tout préparer sur place. Hein. Non, Voilà. non, On n'est pas dans les conditions tout à fait possibles de Mais réalisation. ce qui est important de dire dans l'histoire de la géométrie, enfin de la forme des produits, on part vraiment sur du basique, on pourrait partir sur des formes très spécifiques, mais il faut bien penser que nous on est là pour former les gens et surtout pour que ça soit
réalisable. Réalisable, oui. Et que ça soit mangé, puisqu'il faut qu'il y ait Et du que ça goût. puisse être reproduit à grande Voilà, échelle, tout j'imagine à fait, voilà, également. c'est ça, ouais. Alors comme vous êtes président de la CEF, c'est ça qui est intéressant, donc vous, association culinaire des établissements hospitaliers de France, comment est-ce que vous collaborez avec le centre culinaire contemporain? C'est-à-dire que c'est un retour d'expérience que vous faites? Voilà, tout à fait. Oui. Voilà. Bon, ça fait un petit moment que j'accompagne le centre culinaire, retrouvés depuis octobre, c'est ça? Ouais. Pas l'habitude de parler de trucs. Mais on a fait un travail en amont avec eux depuis quelques années. Ouais. Alors, on reviendra vers vous tout à l'heure, on a parlé goût, on a parlé couleur. Sylvie Gautron, j'aimerais bien maintenant qu'on parle quand même de nutrition, parce que, est-ce qu'on retrouve, déjà c'est de l'alimentation, donc de la texture modifiée comme on l'a dit, donc est-ce qu'avec les modifications, on a les mêmes qualités nutritionnelles? Expliquez-nous un petit peu quels sont les repères nutritionnels que l'on peut trouver dans cette alimentation. Alors au niveau des repères nutritionnels, je voudrais tout d'abord quand même préciser que la nutrition, il faut bien garder la notion de plaisir également et de goût, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Et notre but, nous, c'est de conserver ce plaisir de manger, mais avec la prise en compte des besoins nutritionnels. Donc là, ce qu'on a remarqué également, enfin ça fait très longtemps qu'on l'a remarqué, on n'a pas attendu l'observatoire, c'est que plus on vieillit, moins on mange. Et c'est une erreur, puisqu'en fait, les besoins des personnes âgées ou même des personnes en difficulté, puisque les textures modifiées ne sont pas que pour les seniors. Hein. On a des personnes aussi qui peuvent être sous des traitements lourds, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, qui nécessitent également ce type de texture, et ils ont des besoins augmentés. Et malheureusement, ce qu'on avait constaté, c'était à une époque que beaucoup de cuisiniers en fait, misaient sur la solution de diluer leur préparation pour obtenir une texture lisse. Sauf qu'en diluant avec de l'eau ou du bouillon, bien évidemment, on diluait également, entre guillemets, la valeur calorique du plat et les apports nutritionnels. Donc vous partez du fait que la dénutrition est un problème en fait dans un certain nombre d'établissements et qu'avec cette alimentation, vous parez un petit peu à cela. C'est ça? Alors, avec cette alimentation et les autres. Effectivement, la dénutrition est une problématique majeure, dont l'État aussi fait son cheval de course au niveau du PNNS notamment. Il faut savoir quand même qu'au niveau des personnes âgées, en institution, on a quand même de 15 à 40% de dénutris, ce qui est énorme. Et c'est la source de la Haute Autorité de Santé? C'est ça. Voilà, donc c'est un chiffre fiable. Voilà, ce sont des chiffres de l'HAS. Il faut savoir aussi qu'une dénutrition coûte cher. Une personne âgée qui va être hospitalisée, donc si elle n'est pas dénutrie, en gros son séjour va coûter 2 000 €. Si elle est dénutrie, on peut monter à 5 000 €. Et ça, ce sont des chiffres que j'aime bien exposer aussi, puisqu'il faut vraiment que l'on considère l'alimentation comme un soin, puisque ça permet aussi de diminuer les coûts. Et donc, tout l'intérêt de maîtriser en fait une cuisine à texture modifiée, tout comme les autres. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on s'aide de produits, mais également on enrichit de manière naturelle, tout simplement avec des ingrédients que l'on trouve tous les jours. Hein. Ça va être du fromage, des produits laitiers, puisque ça va nous apporter des protéines, du calcium et d'autres éléments qu'on a toujours également tendance à oublier en termes de nutrition. Et on a tous les micronutriments comme le zinc, le sélénium que l'on retrouve dans les produits laitiers et les viandes qui sont absolument nécessaires, et notamment pour les personnes Alzheimer. Donc c'est vrai que les bouchées que présente Yannick, on prend tout ça en compte justement pour essayer de pallier à cette dénutrition. Alors il y a aussi l'évolution de la présentation. Vous dites qu'il y a une demande et évidemment on parle bien de présentation visuelle, oui. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait dessus. Alors il y a la présentation visuelle. Quand je dis qu'il y a une évolution de la présentation, il y a 5 ans on n'était que sur les textures modifiées, je dirais simples, même si c'est un sujet vaste et complexe, c'est-à-dire les 4 que je vous citais tout à l'heure. Et on a une demande croissante en fait sur le manger-main. Pour différentes raisons. Déjà, on a de plus en plus de personnes avec des problèmes pratiques, difficulté de se servir des couverts. De plus en plus de personnes Alzheimer également. Et donc, cette solution de manger main permet de leur rendre leur autonomie. C'est-à-dire que ça ne les frustre pas.
ils n'ont pas besoin d'aide au repas. Donc, Ils restent déjà, indépendants voilà, à un ils moment restent, important qu'est le repas. Voilà, c'est ça. Ils restent plus ou moins indépendants. Et ce manger main a également un autre avantage et qui est souvent demandé par les cuisiniers, mais également les directions d'établissement, puisque ça permet également de diminuer les coûts, et notamment au niveau du personnel de salle, du personnel de soins, puisqu'on n'a pas besoin de mettre une personne pour les aider à manger. Donc c'est vrai que ça permet de contrecarrer plusieurs problématiques que l'on trouve en institution. Il y a un côté ludique aussi, hein, finalement, dans le manger main. Voilà, il y a un côté ludique dans le manger main. Alors déjà, ils mangent effectivement quand ils veulent. En tout cas, ça, c'est l'idéal. C'est pour ça que Yannick, tout à l'heure, parlait des réfrigérateurs dans les offices. C'est-à-dire qu'il faut leur proposer quand ils ont envie, ce qui demande donc une organisation aussi au niveau de la cuisine, quand même. Il faut que ce soit prêt. C'est pour ça qu'on part souvent sur de la liaison froide et on stocke dans les offices. Pardon. Et au niveau de cette organisation, j'ai perdu le fil. On parlait de la ludicité du manger main. Voilà. En fait. Au niveau du côté ludique, ça permet également d'abord ils peuvent choisir, c'est-à-dire qu'il faut en fait avec le manger main, il faut oublier tous nos concepts de l'alimentation à table avec nos couverts qui ont été mis en place et qui sont très très français également. Ils peuvent manger l'entrée, le dessert, mais s'ils ont envie de commencer par le dessert, en fait, il ne faut jamais se frustrer dans ces cas-là. Et à côté de ça, on propose des sauces également. Ils peuvent dipper, l'intérêt, c'est également de les laisser acteurs en fait, de leur choix. C'est pour ça que souvent, on leur propose différentes sauces avec les plats pour leur laisser le choix, en fait, quelque part, de ce qu'ils ont envie de manger. Alors, on va peut-être passer aux travaux pratiques, j'allais dire. Yannick Strottner, hein, je rappelle que vous êtes conseiller culinaire auprès du Centre culinaire contemporain et président donc, de l'ACEF, Association culinaire des établissements hospitaliers français. Un petit mot avant de passer à une petite démonstration. Comment reçoivent, est-ce que je peux parler de concept déjà ou pas du tout, avec l'alimentation à texture modifiée? Est-ce que c'est un concept ou pas? Non, c'est pas un concept. Je vais me faire taper sur les doigts. Oui, je ne parlerai pas de concept. Comment, en fait, les chefs dans les établissements reçoivent cette idée? Déjà, on part du principe qu'on est là pour nourrir les résidents ou les patients, oui. Alors qu'ils soient à texture modifiée ou pas. Ce qui est important aussi dans ce que disait Sylvie tout de suite, c'est qu'on a une trame, en fait. On a un menu. Et ce menu, on va s'y attacher pour les ordinaires, pour les hachés, pour les mixés, pour les mixilix. Ce qui est important, c'est de garder le même produit et que le menu soit le même, qu'il n'y ait pas une discrimination dans l'assiette. Parce que le résident et le patient, il ne faut pas oublier, les familles payent pour avoir un bon repas. Absolument. Et si on n'a pas du tout le produit qui est marqué au menu, moi je ne paye pas. Je vais au restaurant, je ne paye pas. Je n'ai pas envie de payer. Donc c'est le même constat pour les résidents ou les patients en institution, en EHPAD ou centre hospitalier en général. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené? Qu'est-ce que vous souhaitez nous montrer? Alors là, donc on était sur du mixé sur le plat chaud. Oui. Là, on est déjà sur, vous voyez, des morceaux. Donc là, on est plus sur une personne qui va être hachée, mais qui est toujours démente, qui est toujours atteinte d'Alzheimer. Et le principe, c'est toujours le même, c'est de pouvoir prendre le produit. Et ce qui est important, c'est que c'est un fruit. Le fruit est une crudité, donc c'est un fruit cru. Oui. C'est pas un fruit cuit. On a beaucoup l'habitude, beaucoup d'établissements ont l'habitude de servir une compote. Bien sûr, c'est simple, une compote, on achète une compote, on la met à la place du fruit. C'est pas une crudité, c'est une cuidité. Et donc, ça, je ne vais pas le rappeler à Sylvie, qui est diététicienne, elle le rappellera sans doute, mais on a un plan à respecter alimentaire, il faut aller jusqu'au bout. Il y a déjà le plaisir de retrouver le fruit cru, c'est ça, et puis l'aspect nutritionnel, puisque j'imagine qu'il n'y a pas de déperdition en évitant de le cuire. Oui, voilà. Évidemment. On garde nos vitamines et nos minéraux. La vitamine et tout ça. Ouais. Et à côté? Et à côté, donc là, on a un entremets. Donc un entremets qui va être gélifié aussi, mais qui a la particularité d'être aussi enrichi. Parce qu'on apporte aussi un enrichissement au produit pour les personnes qui sont dénutries. Donc D'accord. Petite quantité, mais il faut qu'elle soit riche en même temps. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est la solution miracle. Je me fais l'avocat du diable, mais en tout cas, c'est une alternative. Voilà. Tout cuisinier de collectivité, de la santé ou autre, se doit de servir ces produits-là, cette façon de travailler. Pour moi.
D'accord. Mais je représente l'association, donc je parle au nom de l'association aussi. Oui. Et il y a beaucoup de cuisiniers qui travaillent comme ça. Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire passer dans le public? Est-ce qu'ils Ouais, peuvent oui. goûter Il vaut peut-être mieux qu'ils goûtent le sucré que le salé. le sucré que le Ouais. salé? D'accord. Bon, on va Ouais. faire passer on peut faire passer le sucré? Allez, qui veut goûter? Alors, je rappelle qu'on est avec le Centre culinaire contemporain, l'alimentation à texture modifiée. Allez-y. Un petit mot de conclusion peut-être? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Centre culinaire contemporain et sur... on peut vraiment parler d'avancée finalement. Alors, on n'est pas les seuls à travailler sur, vous n'êtes pas les sur ce seuls. manger-main, hein, bien évidemment, et sur ces textures modifiées. Je dirais que la particularité et ce qu'il faudrait qu'il se fasse dans tous les établissements aussi hospitaliers, médico-sociaux et tout, c'est surtout de travailler en binôme, d'associer vraiment le cuisinier et le diététicien, parce que sans ça, on n'arrive à rien. Le cuisinier a toute sa technique, lui. Le diététicien, ses repères nutritionnels. Et il n'y a qu'en travaillant ensemble, en fait, qu'on arrive à proposer alors, une bonne texture, parce qu'on teste, on goûte, on calcule du coup également pour voir si ce que l'on propose, en fait, correspond aux besoins des personnes que l'on a à nourrir, à nos convives. Et pour nous, c'est indispensable. Chose importante aussi, un cuisinier n'est rien sans une diététicienne. Ça, il faut bien le rappeler. Il est évidemment. gentil là, en me disant ça. Non, mais il a c'est raison. important. C'est Il a important. raison, surtout dans des établissements, notamment les établissements hospitaliers. Ouais, évidemment. c'est vraiment un J'imagine qu'il y a une travail de collaboration, binôme parce que c'est la diététicienne est sur le terrain, elle est dans le service, même si le cuisinier se doit d'aller voir aussi les résidents et patients, mais c'est elle qui apporte les informations, avec le corps soignant bien sûr. Mais voilà, si on n'a pas ça, si on n'a pas cette connexion, on ne peut pas avancer dans les recettes aussi, parce que de savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez conclure? Oui. J'irais même plus loin, c'est vraiment créer une expérience globale, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler avec des ergothérapeutes qui vont travailler sur le matériel. On a découvert que l'orthophoniste aussi avait son mot à dire pour la cuisine mixée. C'est aussi le discours, la façon d'en parler, la façon de valoriser les chefs dans leur cuisine et donc l'estime qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment une dimension globale, hein. C'est du design global. À qui je laisse le mot de la fin? Mais on va passer peut-être la vidéo qui a eu Absolument. du mal à partir. démarrer tout à Alors, l'heure. on va la regarder. Donc on va la regarder tout de suite. On aura eu beaucoup de Ça y suspense est, elle est avec partie. cette vidéo. Voilà, vous avez le centre culinaire en fait. C'est une grande plateforme. Donc là, le comptoir d'essai. Là, c'est une salle d'analyse sensorielle. Et il y a un problème de déglutition. Et là, c'est le restaurant d'essai. Donc là, une cuisine plus bistronomique où régulièrement aussi on peut tester des choses. Et on a fait un repas entièrement mixé sur le restaurant d'essai. C'était assez rigolo. Si on dit que le centre culinaire contemporain est un laboratoire, ça vous plaît ou Ouais, pas? un laboratoire en mode ouvert. Oui. Et un laboratoire centré usage et co-création. C'est vraiment Alors, l'ADN. c'est ça qui est important, hein, c'est que vous êtes un laboratoire, mais vous êtes en lien évidemment avec, on l'a Jean vu, Fasson. notamment la CEF. J'imagine que vous êtes en Jean lien avec Fasson. d'autres institutions, d'autres associations. Ouais. Tout l'enjeu Ouais. est de travailler en réseau et de solliciter les personnes qui sont directement liées au problème et qui peuvent apporter avec nous ensemble des solutions concrètes, quoi. Donc ça fait partie de l'enjeu, hein. C'est à chaque fois on explore, on innove et on transmet. L'exploration, on va sur les lieux pour observer et voir où sont les problèmes. On innove en co-création avec les personnes qui ont ces problèmes-là et on diffuse les bonnes pratiques, pareil, à partir de bases de données qualifiées, c'est-à-dire des bons réseaux, quoi. On donne la bonne information, enfin on essaye aux bonnes personnes, quoi. Donc c'est pareil, on raisonne de manière très très transversale. Alors là, c'est les défis. Oui, justement, là, vous allez voir en fait quelques photos sur les défis qui sont mis en place sur différents salons. En fait, le principe de ces concours, c'était de les faire travailler en binôme, sauf que les chefs ne se connaissaient pas. Donc, il y avait un tirage au sort qui était fait pour désigner les binômes avec un panier imposé.
Ensuite, ils avaient 1 heure de réflexion ensemble. Alors déjà pour apprendre à se connaître, pour apprendre à communiquer déjà. Le chef de restauration collective apprenait la technique au chef gastro. Ils avaient donc dans ce même temps à réaliser leur fiche technique. Là, c'est sur Bordeaux, c'est sur Expotel. Et ensuite, quand je parlais d'enrichissement tout à l'heure, on utilise également la vache qui rit Formule Plus dans certains de nos plats. Là, c'est une tarte au citron en fait qui est tout en texture modifiée. Alors bien évidemment, on ne peut pas la faire tous les jours en restauration collective. Hein, ça sera que pour les menus de fête. Là, c'est un trio de crudités. Et je dis bien donc crudité, comme Yannick le disait tout à l'heure, hein, on ne part pas sur des crudités, ça veut dire que c'est le produit cru. Donc là, notre matériel. Alors, ce sont des concours, comme vous pouvez le voir sur les photos, qui se passent toujours dans une ambiance assez conviviale. Donc là, c'est la finale de ces défis. Il y en a eu 4 au total. Et la finale s'est déroulée sur Equipotel au mois de novembre 2014. Et tout ça, c'est un vrai laboratoire d'idées, parce qu'à chaque fois, l'idée, c'est de faire réagir les experts. Et du coup, on peut voir ce qui est bien, pas bien. Souvent, il y a des petites décorations, par exemple. Spontanément, les chefs en gastro vont mettre de la petite décoration, mais ce n'est pas compatible avec la cuisine à texture adaptée. Il y a d'autres fois, c'était une professionnelle en nutrition qui nous disait qu'il ne faut pas des petites choses noires, parce que chez les Alzheimer, ils vont croire que c'est des insectes. Enfin, il y a plein de dimensions auxquelles on ne pense pas a priori. Et ces défis-là, ça permet de tout bousculer, de tout mettre à plat, et puis après de discuter collectivement sur les bonnes pratiques et au contraire les choses à ne pas faire. Et donc là, c'est une formation qui est dispensée au centre culinaire par Yannick et moi-même, puisque les formations, tout comme notre recherche et développement, en fait, fonctionnent toujours en binôme. Donc là, vous avez en fait une tarte à l'abricot. Où est-ce qu'il est basé, le Centre culinaire contemporain ? Il est basé à Rennes. À Rennes. Voilà. Et vos partenaires ? Nos partenaires qui nous suivent, donc effectivement, nous avons Belle au niveau de la vache qui rit, Formule Plus, la Sève, Cuisine Collective, Génération Cuisine et Culture, le Beurre, donc le CNIEL, également qui nous suivent, et le CIDEF, au niveau de l'interprofession de la dinde. Merci beaucoup. À vous trois. Merci au Centre culinaire contemporain. Voilà pour les plateaux de Sira TV aujourd'hui. Quant à nous, on va se retrouver dès demain matin. Je serai aux côtés de Karine Tessandier, puisque demain matin, à partir de 9h, nous recevrons. Et on va parler de nutrition, justement, longuement demain matin. Et c'est aussi un grand jour, puisqu'il y aura demain la cérémonie de remise de prix des Bocuse d'Or. Rendez-vous sur Sira TV à partir de 9h demain matin. Bonne soirée au Sira et sur Sira TV.